Bon, alors écoutez, je rentre tout de suite dans le sujet. C'est vrai que on commence à en parler de plus en plus et vous allez comprendre pourquoi. Ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le domaine. En fait, l'agriculture régénérative, je m'y suis intéressée seulement depuis à peu près 2018 et au intéressé à comment faire que des microbiomes dans un sol soient activés. Donc je connais tous les dossiers de biostimulation et de nutrition des microbiomes dans les sols, biologiques, biodynamiques, parce qu'on puisse profiter pleinement. Depuis beaucoup de fermentation, et la chimie s'est beaucoup occupée de la solubilité des minéraux avec le potentiel redox. Donc le potentiel redox, c'est quelque chose qui est connu en chimie. Ce sont des échanges de protons et des échanges d'électrons. Les électrons, ça concerne le potentiel redox. Dans les années 50, il y a eu des travaux avec Vincent. Lui s'est occupé de la santé de l'eau et de l'alimentation. Le potentiel redox, le niveau d'oxydoréduction de l'eau, de l'aliment et de la Et qu'est-ce qui m'a amené à cette approche? C'est que déjà au début des années 2000, lors de la fertilité pour l'agriculture, d'ailleurs, un produit classique que l'on trouve dans le jardin, dans l'usage au jardin, une préparation de plantes fermentées, comme l'ortie, c'est une anaérobie qui n'est pas tout à fait bien faite après. Il existe depuis longtemps dans l'agriculture biodynamique et dans la régénération des sols. Ce que j'ai observé depuis les années 2000, c'est qu'il y a des résultats très intéressants, mais on n'a pas régulièrement une obtention de résultats qui se répètent de manière fréquente. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs paramètres d'avoir des résultats avec ce type de d'approche. Parce que là, je vais vous expliquer dans cette présentation que dès l'instant où on s'intéresse à utiliser des produits lacto-fermentés, des produits qui sont mis en fermentation anaérobie, on s'intéresse à des produits qui ont un potentiel d'oxydoréduction très bas. Alors, l'agriculture qui intègre le potentiel redox comme indicateur. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis 2004, ce sont des paramètres physico-chimiques qui sont faits pour la santé animale et la production végétale en agriculture biologique, biodynamique, mais surtout, en 2013, il y a eu une publication d'Olivier Sonrad qui a fait publication sur justement une de tout ce qu'il a pu trouver et il a compris qu'en fait, qu'il fallait avoir un point de vue transdisciplinaire, le pH et le potentiel redox en agronomie. On m'a fait venir, parce que j'ai travaillé en Italie pendant 4 années au ministère de l'Agriculture italien, et on m'a demandé de faire une conférence à Ravenne en 2022, s'est poursuivie au printemps en décembre 2022 par une présentation aussi dans la région de Latina. Et je vous parle de ça parce qu'en fait, 22, quand j'ai fait cette présentation, pour faire comprendre à quel point c'est important d'approcher le pH et le redox et l'oxydoréduction, c'est qu'il y a en Italie de très graves problèmes de perte de vergers, de, de perte des arbres qui sont les kiwis variés, ne trouvent pas la solution, ils ne savent pas, ils n'en connaissent pas les causes. Donc j'ai été invitée à ce moment-là. Et 2023, donc c'est un sujet qui est en train de monter quand même. Vous pouvez trouver sur YouTube euh, les conférences nationales Redox, le 2023. Et ok. Et il y avait j'y vais également en novembre 2025 à Rome, des chantiers d'agroécologie où on a pu parler de ce sujet. Donc ça commence à venir de plus en plus fréquent. Et également en janvier 2026, nous avons, fin janvier 2026, je vais présenter pour les décompacter une conférence qui explique l'importance du potentiel. Alors, euh, la fertilité des sols et la fertilité en agronomie doit être considérée comme fertilité physique, qui sont faites par des observations, la fertilité chimique par des analyses des sols et des plantes, et une fertilité biologique
qui est la mesure, en fait, qui est l'usage de micro-organismes et de matières organiques dans les sols. Nous pouvons améliorer les microbiotes du sol en corrigeant le terrain, mais surtout en corrigeant son niveau d'oxydoréduction. En fait, maintenant, avec toute l'expérience que nous avons, c'est bien le terrain qui va faire le microbiote du sol. Le terrain, ça veut dire comment on va le travailler ou ne pas le travailler, ce qu'on va y intégrer comme matière organique, à quel moment de l'année, et on va pouvoir avoir un effet sur l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans un environnement spécifique. Et vraiment, l'agriculture, le parcours agronomique qui s'occupe des microbiotes du sol, c'est bien la régénération des sols qui a un impact sur les microbiotes des arbres. Et je donnerai des exemples dans des vergers irrigués, mais on pourra également faire des mesures dans beaucoup d'autres sols. La forme de l'agroécologie s'occupe bien de l'habitat, sol, avec des nutriments qui sont en réserve, accessibles ou pas aux plantes, et les habitants. Et ces habitants sont tous les micro-organismes, en plus des protistes, des faunes, microfaunes, des lombriques et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je vous parlerai quand même pas mal de bactéries. Pourquoi? Parce que ce sont les plus petites, les plus présentes partout, et parce que c'est grâce à des bactéries qu'on a un impact énorme sur les cultures végétales. La science qui s'occupe de la régénération va intégrer systématiquement les matières organiques, les minéraux et les populations de micro-organismes. Mais comment faire, puisque le volume du sol est quand même extrêmement important. Donc comment peut-on avoir un tel impact sur un sol? Quand on parle de matière organique, et là vous savez qu'à chaque fois qu'on utilise des fumiers, des composts, on fait des apports de micro-organismes qui sont importants, mais aussi quand on fait des cultures de couverts végétaux qui ont leur biomasse et leurs racines. La rhizosphère des couverts végétaux a un impact important sur, on va le voir, sur le potentiel redox du sol et sur la présence des microbiotes, des rotations dans les grandes cultures, l'usage et la préparation de lombricompost, certaines préparations comme les biochars, les fertilisants organiques et les engrais qui sont non oxydés. C'est vraiment ce qu'on utilise en agronomie régénérative. C'est vraiment, et ça couvre tout le cahier des charges, qu'il soit AB ou non AB. On passe par là. Du côté des minéraux, on va travailler sur les amendements minéraux, beaucoup de calcium. On regarde de très près le calcium et le calcium soluble dans les sols qui intervient. Et ensuite, on va faire le suivi du magnésium, potassium. Tout ça, c'est pour la porosité des sols. Également, on s'intéresse aux oligoéléments du sol parce que les oligoéléments du sol vont nous permettre d'avoir certains métabolismes. Donc il faut surtout pas qu'il y ait de carence de ce côté. Et en nutrition foliaire. Côté micro-organismes, toute l'agriculture régénérative, qu'elle soit faite en Amérique latine, qu'elle soit faite en Asie, en Corée, sont toutes en train de parler qu'il faut préparer des micro-organismes et les intégrer dans le sol. Je suis en même temps d'accord et en même temps pas tout à fait. Parce qu'en fait, quand on fait un extrait de compost, on a bien d'autres choses que des micro-organismes. Quand on fait des macérations de plantes type ortie qu'on soude, on a beaucoup d'autres choses que simplement du micro-organisme. Donc il faut comprendre que dans toutes ces préparations, on commence à mieux les connaître. On a à la fois des propriétés physico-chimiques, le pH, le niveau le pH et le potentiel redox, est-ce que c'est oxydé ou réduit, et tous les métabolites issus de la fermentation. Et là, on commence à comprendre que certains sont extrêmement importants. L'agriculture régénérative, au bout du compte, au bout du bout, elle fait quelque chose qu'elle ne mesure pas, qu'elle ne contrôle pas, mais elle fait une correction de l'oxydoréduction des sols. Elle remet des sols oxydés à des niveaux de sols beaucoup moins oxydés qui sont beaucoup plus favorables aux cultures végétales. Alors, on commence par le plus important aussi de comprendre quand on commence à s'intéresser à ce sujet, on ne peut pas oublier que nous cultivons des méta-organismes. Nous cultivons en fait des endophytes dans les plantes. Sur cette image et dans cette publication, il parle de la transmission. La transmission va se faire par les graines, par le pollen, par comment dire le sol. Si le sol est vivant ou n'est pas vivant, il va transmettre ou pas des micro-organismes à la plante. La plante va littéralement aller chercher du micro-organisme dans le sol pour reconstruire dans la sève, dans le xylème, dans les feuilles, dans les fleurs, dans les fruits, tous les endophytes dont elle a besoin.
Et là, on va voir à quel point c'est important parce que c'est entièrement lié au niveau d'oxydoréduction. Les microbiomes de la vigne sont de plus en plus connus. Carrément des publications qui les décrivent, qui expliquent qu'ils changent en fonction des saisons, de l'été au printemps à l'automne, dans les feuilles, ils changent complètement. Ils changent aussi en fonction de l'âge de la feuille, du lieu de la plante. Un rachis ou une grappe n'aura pas la même quantité et les mêmes groupes de bactéries, mais on retrouve quand même de grandes familles de bactéries, de grands groupes bactériens systématiquement présents dans la feuille, dans le rachis, dans la grappe, dans les feuilles vieilles ou jeunes. Donc il y a bien des populations d'endophytes qui sont maintenues dans la plante. Et tout cela, donc on cultive bien des holobiontes, des micro-organismes, et quand on est sur des vergers, des vignes, ce qui va être hyper important, c'est que si je commence à faire un sol vivant, un sol qui permet à la plante d'avoir un meilleur développement racinaire, on commence à comprendre que quand la vigne, par exemple, au printemps, est en train de vivre sur ses réserves pour créer des bourgeons, créer des feuilles, et en même temps elle crée des racines, tout cela se fait sur des réserves, mais les réserves contiennent bien d'autres choses que de la matière organique. Elles contiennent aussi des endophytes, des micro-organismes prêts à s'installer dans les tissus qui sont en train de se développer. Et les racines, les radicelles de plantes, quand elles se développent au printemps, qu'elles commencent à explorer le sol, elles vont avoir besoin de micro-organismes. Pour ça, elles vont faire des exsudats dès qu'elles peuvent le faire. Donc la plante, son objectif est de créer une rhizosphère qui a des micro-organismes et comme elle est en train de développer ses racines dans un sol minéral, qui n'est pas encore tout à fait riche en matière organique et en micro-organismes, pour cela, elle va faire des exsudats. C'est une image qui montre la face interne de la peau, la face interne de la peau d'une baie de raisin mûr. On a des ifs de champignons. Donc, si je parle d'endophytes, c'est à la fois des champignons et des bactéries. On a des ifs et des conidies dans l'espace intercellulaire dans les feuilles. Là également, on voit qu'il y a des bactéries endophytes dans des coupes transversales de feuilles. Il y en a aussi dans le xylème, il y en a dans le phloème. Donc c'est hyper important. Et ce qui est important de faire comprendre à des jeunes, si on donne des cours à des jeunes, et moi j'en parle beaucoup aussi aux producteurs, je fais des formations à des producteurs à qui on apprend la régénération des sols, parce qu'on a des effets tellement importants sur des arbres qu'il faut leur faire comprendre, mais comment peut-on avoir des impacts aussi importants sur des arbres? Donc les bactéries sont à l'origine des chloroplastes et des mitochondries, et la symbiose avec la plante existe depuis toujours. En fait, comme la plante a été créée par des bactéries qui se sont assemblées pour faire des cellules beaucoup plus complexes, un méta-organisme, la plante qui fait de la photosynthèse, ne peut que être resté constamment en contact avec tous les micro-organismes dans son environnement. Elle n'est pas du tout stérile et au contraire, son objectif, c'est de manière extrêmement active de contrôler ce qui se développe dans son tissu, dans ses organes. Et pour ça, elle va jouer sur le potentiel redox, évidemment, avec de l'oxydoréduction. Les endophytes guérissent bien des arbres. Je vais vous montrer des exemples où on a pu transformer entièrement des arbres qui étaient en pleine dégénérescence. C'est un travail qui demande à la fois les minéraux, la matière organique et de la gestion du potentiel redox. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'à ce moment-là, la génétique de l'arbre est augmentée avec la génétique des bactéries et des champignons endophytes. Qui dit plus de génétique, une génétique différente, bactérienne, qui peut se changer très rapidement et évoluer rapidement pour donner de nouveaux métabolites. Donc, ça fait partie du système immunitaire de l'arbre. La fertilité physique du sol, je reviens au sol. La porosité du sol doit être stable, elle doit avoir une réserve en eau. Cette porosité, si elle est mécanique, elle ne tient pas longtemps. Donc l'agriculture régénérative, qui va amener une correction de l'oxydoréduction des sols, va en même temps augmenter les microbiotes du sol. Et là, dans cette publication, il montre bien que la plus grande diversité de micro-organismes, de bactéries, est à l'intérieur du microagrégat, que ce microagrégat a des pores qui sont plus ou moins fermés, plus ou moins ouverts, plus ou moins connectés,
qu'il y a de l'eau qui reste à l'intérieur et la plus grande diversité de bactéries, elle est bien à l'intérieur du microagrégat. Le microagrégat est la brique du sol. Si elle s'écroule, tout le sol s'écroule. Donc le micro-organisme bactérien qui est dans le microagrégat qui fait 5, 10, 20 microns, qui peut être très très petit, ne contient pas d'if de champignons, mais en revanche, il contient beaucoup de bactéries. Et c'est ce qu'on va, donc vous connaissez comment dire ça, c'est la texture naturelle du sol qui va vous donner de toute façon, en fonction de l'argile, du limon et du sable, qui va vous donner une certaine porosité. Là, on s'intéresse à la porosité biologique, celle qui est créée avec le sol que vous avez. Là, ce sont les dimensions pour vous faire comprendre à quel point le microagrégat est important. Vous voyez dans l'image à gauche un nif de champignon qui est en train de frôler du macroagrégat. Ce macroagrégat contient du microagrégat, contient de l'eau liée dans le macroagrégat. C'est en général jusqu'à 250 microns. Un macroagrégat, c'est quand même un quart de millimètre, donc c'est pas très visible à l'œil nu. Mais on peut en voir quelques-uns. Et ces tifs de champignons se collent contre les macroagrégats, sachant qu'il y a beaucoup de bactéries dans les microagrégats. Rien n'est mort, c'est pas du minéral. Ça fonctionne d'autant mieux que c'est vivant. Et il a des bactéries qui courent le long de l'if du champignon. Donc ça, c'est la partie vivante. La partie vivante, vous comprenez qu'elle peut être extrêmement petite, qu'elle est très vivante au niveau du microagrégat. Il y a du vivant et de la bactérie dans des morceaux, des briques de sol qui sont de 20 microns. La bactérie, elle fait 0,5 à 10 microns. Là, c'est une image d'un sol agrégat complètement minéral à côté, à gauche, et la forme où on a l'agrégat avec de la matière organique. C'est pour vous expliquer là aussi les différentes dimensions, mais surtout, et ça, c'était une publication je crois en 2023, ou peut-être beaucoup, beaucoup plus tôt encore, je ne sais plus, je vois pas trop la date. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre que dans cette publication, ils disent bien que le microagrégat du sol, qui sont bien les briques du sol, sont anoxiques. Anoxiques, ils n'ont pas du tout d'oxygène libre. Donc, seules les bactéries complètement anaérobies, c'est-à-dire qui sont capables de vivre avec l'oxygène qui est lié aux molécules, seules ces bactéries anaérobies vont pouvoir vivre et se développer dans le microagrégat. Donc si je reprends la leçon que je viens de vous donner en 20 slides, le sol contient du microagrégat. Ce microagrégat tient le sol, c'est la brique du sol. Il est anoxique, sans oxygène libre. Il contient une grande diversité de bactéries. Ces bactéries sont anaérobies, anaérobie facultative ou stricte. Et ce microagrégat qui ne contient pas d'oxygène libre et qui contient de la matière organique et des bactéries ne peut être qu'à un niveau de potentiel redox très très bas. Et c'est ce qu'il montre dans cette publication. Le cœur du microagrégat peut être moins 400 millivolts, moins 300 millivolts. C'est-à-dire que moi qui ai l'habitude de mesurer le voltage d'un sol avec un matériel que je vais vous présenter, quand je mesure avec ma sonde, le contact de la sonde avec le sol est un contact de centaines de microagrégats. Ces microagrégats qui sont contre ma sonde vont me dire c'est oxydé, c'est réduit, c'est oxydé, c'est réduit, ou c'est au niveau idéal. Or, c'est très souvent assez oxydé. La valeur les plus basses qu'on trouve sont de 300 millivolts dans la rhizosphère, sont de 430 millivolts dans un sol sans rhizosphère qui est équilibré, et sont au-delà de 470 millivolts, et c'est oxydé. Donc on a des valeurs et des mesures pour dire c'est oxydé ou réduit. Donc quand je vais mesurer mon sol, qu'est-ce qui va me donner l'oxydoréduction, le niveau d'oxydoréduction? Qu'est-ce qui va conduire la valeur que je vais mesurer? C'est la quantité de vie et d'activité enzymatique et de matière organique du sol qui ont pu faire du microagrégat. Voilà. Donc je mesure littéralement un sol vivant par l'impact qu'a la vie dans le microagrégat. Vous savez, la levure, c'est un micro-organisme beaucoup plus complexe que la bactérie. Pourquoi je vous en parle? Parce que la bactérie a un matériel génétique qui était illimité grâce au plasmide.
Ça, c'est un peu intéressant à faire comprendre à des gens qui prennent les choses, c'est qu'en fait, quand on parle de bactéries dans le sol et dans les plantes, c'est littéralement pour moi un outil génétique qui est présent partout et qui peut, avec les plasmides, transformer son activité. J'ai besoin de telle activité enzymatique, la bactérie peut le produire. J'ai besoin de telle autre, elle va répondre au changement du terrain, elle va détecter de nouveaux substrats, elle va détecter un changement de pH, un changement de redox, elle va détecter une molécule inconnue qu'il faut dégrader, et bien elle va commencer à élaborer la génétique qu'il faut pour se défendre ou pour produire des enzymes pour se nourrir. Donc la bactérie, c'est un outil génétique extrêmement malléable et que la plante a appris à utiliser et à mettre à son service. En plus, il y a un transfert horizontal par les plasmides. Donc c'est du matériel génétique qui passe d'une bactérie à l'autre. Donc s'il y a plusieurs espèces de bactéries les unes à côté des autres, on sait aujourd'hui qu'il peut y avoir un transfert horizontal d'une bactérie à une autre parce que les bactéries échangent des plasmides, même si elles sont d'espèces différentes. Je reprends. Dans le sol, nous aurons du métabolisme anaérobie qui va respirer de l'oxygène qui vient des sulfates, des nitrates, peut-être même également du carbonate. Or, on sait qu'il y a beaucoup de carbonate dans un sol. Et il y a des bactéries aérobies qui, elles, vont pouvoir respirer l'oxygène libre. On aura toujours un mélange des deux dans un microbiote de sol. Donc, dans un sol poreux, où il y a des échanges de gaz, où il y a très peu d'oxygène, plus on descend dans le sol, plus l'atmosphère du sol contient de moins en moins d'oxygène, plus de CO2. Donc ce sol poreux n'est pas très aéré, dans le sens ne contient pas une atmosphère riche en oxygène. Mais les pores du sol sont là pour échanger des gaz, surtout. Donc un sol vivant qui a beaucoup de parfum, vous le prenez en main, vous le faites sentir aux gens autour de vous. Vous apprenez aux gens à prélever, je fais ça avec les producteurs, on prélève un sol, il est poreux, mais on sent que son odeur est complètement minérale. Donc là, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de vivant. On va chercher un sol poreux qui a beaucoup plus de matière organique, qui est plus vivant, on sent des parfums. Des parfums rarement de champignons, mais on peut en sentir dans la forêt. Sinon, on sent en tout cas que c'est pas les mêmes parfums. On sent la matière organique. Et là, il faut comprendre à ce moment-là que le sol qui est oxydé dans une main et le sol qui est réduit dans l'autre donnent des parfums différents parce que ce ne sont pas les mêmes métabolismes. Et il y en a un qui contient beaucoup plus de bactéries anaérobies que l'autre. Voilà. Donc, et tout ça, c'est du potentiel redox parce que le sol minéral qui a peu de matière organique, même s'il est poreux ou même s'il est compacté, il restera oxydé. Parce que le minéral, c'est oxydé, c'est des carbonates, des fyllosilicates, ce sont des minéraux oxydés. Alors que dans le sol vivant qui est à côté, on a de la matière organique, on a des odeurs, et le potentiel redox commence à descendre. Les microbiotes anaérobies stricts sont présents partout. Pourquoi j'en parle? Parce que dans les solutions de l'agriculture régénérative, systématiquement, il y a l'usage de préparations fermentées, de lacto-fermentées, qui sont des bactéries anaérobies strictes. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi ils utilisent ce type d'ingrédients. D'abord parce que ce type de micro-organisme est présent partout. Les lactobacilles sont présents dans le microbiote de l'animal, dans le microbiote de la plante et dans le microbiote de la graine, de la fleur et du fruit. Et même dans les farines de céréales. Puisque dès que vous prenez de la farine, vous la mettez dans de l'eau, farine de seigle, farine d'épeautre. Si cette farine a été cultivée avec des sols vivants, elle contiendra beaucoup plus d'endophytes. Et là, elle n'est pas du tout stérile et le levain va se créer. Et il n'y a pas du tout que des levures dans un levain. Vous le savez, il y a aussi des bactéries lactiques. Et par exemple, si je regarde les publications, et ça je le regrette beaucoup, il y a pas mal de publications qui décrivent le microbiote de la racine de la plante, le microbiote du fruit, le microbiote de la fleur, de la feuille, celui qui est dans le ver de terre, celui qui est dans le tube digestif des insectes, le microbiote qui est dans le sol. Donc Nature, en 2022, a fait une très belle publication avec beaucoup de choses intéressantes. Les microbiomes du sol et le principe de une seule santé,
C'est-à-dire que le microbiome du sol va impacter celui de la plante, va impacter celui de l'animal qui le mange. Mais en fait, il ne relève pas du tout qu'une partie de ces microbiotes contiennent des bactéries anaérobies strictes et d'autres qui sont moins strictes. Ça veut dire qu'en fait, il ne relève pas le fait que ces bactéries sont hyper importantes comme des cellules compagnes de toutes les bactéries qui respirent l'oxygène. Nous avons besoin de ces bactéries compagnes. Là aussi, c'est pareil. Dans le poumon sain d'un être humain constitué normalement, il y a 50% d'anaérobie et une partie est tout à fait stricte. Ça veut dire que dans le poumon, où nous faisons des échanges avec l'oxygène, cet oxygène est tellement toxique que nous devons le fixer sur du fer. Là où il y a les échanges gazeux avec de l'oxygène, il y a une présence d'un microbiote qui ne, lui, ne supporte pas du tout l'oxygène. Donc, qui fait quoi? Qui fournit des métabolites pour que nous nous préservions de l'oxydation. C'est la même chose dans les feuilles de tomate ou dans le tube digestif du ver de terre. Donc, je reviens là-dessus. Les cellules animales, végétales et microbiennes, le champignon ou la bactérie qui respire l'oxygène libre de l'air, doivent se protéger de cette oxydation. Parce que c'est un élément qui est quand même, qui oxyde, qui tue. C'est quand même quelque chose qu'il faut contrôler, qui nous donne de l'énergie. Donc, toutes ces cellules vivent en étroite relation avec des bactéries anaérobies, qui, elles, ne tolèrent pas du tout cet oxygène libre. Elles vont aller en chercher, mais dans d'autres molécules, dans d'autres métabolites. Elles se protègent de cette oxydation et elles font beaucoup d'antioxydants. Donc, on retourne. Alors là, je vais pas rester traîner là-dedans dessus trop longtemps, mais quand même, il faut comprendre, faire comprendre à des producteurs, à des élèves, à des gens qui s'intéressent au sujet, que la planète Terre a été créée il y a 4 milliards d'années, avec des traces de vie qui sont les plus anciennes et qui sont des bactéries dans des sédiments, mais qu'en fait, l'oxygène libre n'existait pas dans l'air. Donc, pendant des milliards d'années, la vie s'est installée et même il y a eu des êtres vivants qui ont commencé à faire la photosynthèse. Les premières cellules bactériennes qui ont fait la photosynthèse, les cyanobactéries, l'ont fait dans un environnement où il n'y avait pas du tout d'oxygène libre. Donc, elles ont commencé à faire monter l'oxygène dans les océans. Puis elles ont commencé à changer l'oxygène de l'océan. Et quand l'océan a été saturé en oxygène, ça a commencé à se libérer dans l'air. Donc, il a fallu très longtemps pour changer l'atmosphère de l'air. Donc, pendant tout ce temps, tous ceux qui respirent l'oxygène ont construit une vie, ont construit des corps, ont construit des cellules qui doivent se protéger de l'oxydation, qui doivent réguler l'oxydation, mais qui le font avec l'aide des bactéries anaérobies, des lactobacilles et tant d'autres que nous avons dans notre corps et qui sont présents partout, même dans le micro-agrégat du sol. Donc si on dit anaérobie, on dit automatiquement, on dit automatiquement potentiel redox. Vous savez que l'équilibre et la résilience dans un sol va être obtenu avec une optimisation de la photosynthèse, avec un équilibre de la nutrition du sol, en créant une structure du sol biologique. Vous comprenez que si je commence à faire une structure de sol biologique, mon micro-agrégat va contenir ce qu'il faut pour avoir le potentiel redox le plus bas, parce que le champignon, quand il vient chercher quelque chose au niveau du micro-agrégat, il a besoin que le redox soit très bas dans ce microagrégat. C'est une pile pour lui, c'est une source d'énergie. Et là, le fer, le zinc, le manganèse sont beaucoup plus accessibles parce que le microagrégat a un potentiel redox plus bas. Donc, tous les éléments qui vont être donnés, les oligoéléments présents et ce redox qui est bas, va permettre une meilleure résilience à des stress qui sont en train d'oxyder le végétal. Vraiment, on parle d'apporter de l'énergie. Mais cette énergie, c'est quoi? C'est littéralement une batterie. Le sol devient une batterie et on peut mesurer l'énergie en mesurant les flux d'électrons. Donc, ce qui est important de faire comprendre, et je fais ça constamment, hein, je fais ça constamment à des producteurs ici
en Italie, que là je suis en Italie ce soir, je vais parler à des producteurs dans des vergers pour faire la régénération des sols, et leur faire comprendre à quel point c'est important que le sol ne soit plus du tout oxydé, comme il l'est. Donc on doit tout revoir. La fertilisation, comment on irrigue, qu'est-ce qu'on met dans le système d'irrigation, euh, pourquoi les couverts végétaux sont importants, tout ça on est en train de l'expliquer. Et surtout, dès que vous mettez une plante sur un sol, surtout avec les couverts végétaux, c'est important de le faire comprendre, le carbone qui est oxydé dans l'atmosphère va passer en sucre. Ces sucres sont réduits. Ça, c'est la première action sur la planète Terre de la photosynthèse. C'est de réduire du carbone qui est oxydé et en faire un carbone réduit. Ça, c'est en fait, j'explique donc en fait, c'est plus souvent, en général, c'est animé, mais là, j'y vais doucement parce que la bande passante n'est pas bonne. J'espère que tout se passe bien. Et en fait, les protéines, et les lipides et les glucides produits par la plante sont bien du carbone réduit, riche en énergie. Quand les animaux et nous, les humains ou le ver de terre ou même des micro-organismes vont manger ces composants, on va libérer l'énergie, on va les oxyder. La molécule va se trouver à un état oxydé. Et en fait, on a une tension électrique. Par exemple, on sait que si on a du fer réduit, du fer oxydé, si on a des couples redox qui sont en bas, qui sont réduits, et on a des couples redox qui sont oxydés dans un sol, eh bien, on va pouvoir faire une mesure de tension électrique. On mesure tout cela en millivolts dans le sol. L'oxydation, c'est une perte d'électrons, et du coup, je mesure avec les électrodes, je vais mesurer ce flux d'électrons qui est libéré par l'oxydation. Je mesure en fait des échanges d'électrons entre des couples d'oxydoréduction qui sont en bas, qui sont plutôt réduits à certains endroits du sol, et je mesure euh, des flux d'électrons avec d'autres qui sont plus oxydés. Et du coup, s'il y a beaucoup de flux d'électrons dans mon sol, ça veut dire qu'il y a une forme d'oxydation qui a lieu. Et alors que si au contraire j'ai des flux d'électrons qui sont assez bas, qui sont limités à 430 millivolts, je sais que là je ne suis pas dans un système trop en train de s'oxyder. Donc je peux savoir ce qui se passe. Ce qui est quand même important de comprendre, c'est que il y a des publications qui donnent le niveau d'oxydation des tissus, des cellules, des organites dans les cellules, du phloème, du xylème, de toutes ces choses. Ça, c'est publié. Ils montrent que la lymphe qui n'est pas élaborée comme le xylème va directement être beaucoup moins tamponnée et va avoir un redox qui est influencé par celui du sol, puisqu'elle est non élaborée. En revanche, le phloème qui va descendre, qui va venir de la feuille vers le sol, va être beaucoup plus riche en énergie, puisqu'elle contient des sucres, elle contient des acides aminés, des lipides, et elle va être plus réduite. Et elle va être réduite de 50 à 90 millivolts. Elle sera à peu près dans ces niveaux-là. Ça, ce sont des valeurs données avec une référence hydrogène. Donc, on comprend là tout de suite qu'il y a quelque chose. La plante va faire des exsudats avec une lymphe qui est élaborée, qui a un redox bas. Elle va jeter dans le sol, exsuder une lymphe qui va commencer à corriger l'oxydation du sol. Et l'élément le plus réduit dans toute la plante, c'est en présence de lumière, c'est le chloroplaste qui est à moins 400 millivolts. Donc là, étrangement, on a la vie qui est entre le sol et la plante. On a une photosynthèse avec un chloroplaste qui doit être extrêmement réduit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'échanges d'électrons. Donc si c'est pas contrôlé, ça part en vrille et c'est de la surchauffe et le moteur s'oxyde complètement. Donc il faut maintenir le potentiel redox à un niveau très bas dans le chloroplaste. Et plus il y a de la photosynthèse, plus il y a des échanges d'électrons, plus ça doit être très bas. Et étrangement, dans le sol, quand on crée une porosité biologique, on va faire descendre aussi le niveau du potentiel redox du microagrégat à des valeurs très basses. Donc, ce sont des piles. Ce sont vraiment des flux d'électrons. La vie n'est que des flux d'électrons qui sont alimentés par les photons de la lumière du soleil. Mais ça doit être contrôlé. Ça, c'est pour vous dire que donc, on va se trouver avec des sols qui sont soit ou des plantes ou des sols qui sont acides et oxydés, acides et réduits, ou alcalins oxydés, alcalins réduits. Et en fait,
Le, bon, quand on fait les mesures de potentiel redox, on est obligé de faire toujours le pH parce que les échanges de protons vont créer des échanges d'électrons. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on fait les mesures, on met ça dans un tableau et on regarde qu'est-ce qui se passe, à quel niveau d'oxydoréduction on est, ou surtout dans le sol, dans l'eau d'irrigation, dans les produits qu'on applique sur la plante. Il y a eu aussi des travaux pour mesurer le niveau d'oxydoréduction des feuilles, des végétaux, de manière à comprendre quand une plante est oxydée, quand est-ce qu'elle est réduite. Et ce que j'essaye de vous faire comprendre, vous voyez cette ligne noire qui est en plein milieu du graphique, ça c'est la relation qu'il y a entre l'acidification de l'eau, on la rend plus acide, elle fait des gains de protons, mais en même temps ça libère des électrons. Donc quand on acidifie de l'eau par un produit chimique, un acide, on a systématiquement une oxydation de l'eau. Et étrangement, la fille fait le contraire. La photosynthèse va acidifier la biologie de la feuille, ça va acidifier la feuille qui peut descendre à des pH de 3, 3,5, 4, 4,5, 5, cela dépend de la plante. Et en même temps, la photosynthèse va faire descendre le niveau d'oxydation, le potentiel redox. Donc la vie va toujours tirer vers plus acide, mais plus réduit. Et étrangement, pour nous, c'est très important de comprendre que produire une lactofermentation, ça va être la même chose. Quand on produit une lactofermentation, le pH doit descendre à 3,5 et le potentiel redox va descendre. Première semaine, il est à 100 millivolts. Deuxième semaine, il est à 0, puis il descend de 100 en 100 millivolts. Si bien qu'en 4 semaines de fermentation, on peut se trouver avec des produits en fonction de ce que l'on met dans le fermenteur, en fonction de la concentration de ce que l'on y met, mais on peut descendre à moins 300, moins 400 millivolts. Donc, ce sont des bombes d'énergie. Les produits lactofermentés utilisés en agriculture régénérative traditionnellement pour régénérer des sols, ce sont des bombes d'énergie. C'est pas que du micro-organisme, c'est du potentiel redox. Ça, c'est une courbe classique qui vous montre qu'on passe de l'agriculture minière à l'agriculture de régénération. C'est Olivier Husson qui a fait une publication avec Jean-Pierre Sartou. Et il y a des seuils. Et en fait, il y a des cultures qui sont régénérées, mais il y a des seuils où on a du mal, où ça patine, où on a, la majorité des sols cultivés n'arrivent pas à passer à des sols complètement régénérés. Pour ça, il faut plus de matière organique, il faut équilibrer les minéraux, et on s'est rendu compte en fait que l'agriculture régénérative qui marche très bien dans les pays tropicaux marche aussi très très bien dans nos zones pédoclimatiques, et ça je vais vous le montrer par des exemples, et ça marche aussi bien, mais on est obligé d'utiliser des produits fermentés, d'utiliser des lactofermentations qui sont préparées d'une certaine manière en grand volume et appliquées en grand volume. Est-ce que vous désirez... Alors là, ce sont les systèmes d'oxydation et de réduction. Donc on a le travail du sol qui va systématiquement oxyder les sols. Les fertilisants minéraux oxydés sont interdits, enfin on les élimine complètement parce qu'ils vont aussi oxyder la matière minérale. Tous les stress que l'on rencontre, les stress climatiques, les variations de température énormes, ce sont des stress sur la plante, c'est encore de l'oxydation. Et les carences en oligoéléments également vont faire en sorte que la plante va s'oxyder. Mais dans les sols aussi, quand on a des carences en oligoéléments, si le sol est trop oxydé, on n'a même plus accès aux 16 oligoéléments. Donc, l'agriculture qui fait la régénération des sols, qui utilise les couverts végétaux, va utiliser les couverts végétaux pour qu'il y ait des exsudats racinaires. On va utiliser de la fertilisation organique comme des fumiers, de l'azote organique, de l'urée, des biostimulants. L'équilibre de la CEC et de la porosité va se faire avec du calcium. On va utiliser des fertilisants comme les thiosulfates qui ne sont pas oxydés. Et on a des oligo-éléments solubles dans toutes les formulations. Voilà. Et on fait la mesure de tout ce qui rentre dans un verger, dans une culture, dans un sol. Voilà, donc ça c'est pour vous dire qu'est-ce que c'est. Finalement, la nature chimique du sol est bien toujours oxydée.
Et la biologie, ce qui est important de comprendre, elle va se développer et elle va créer un environnement qui est non oxydé, qui est réduit. Donc là, avant de passer aux mesures, j'aimerais prendre la parole, vous donner la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, tout à J'ai fait, oui. l'impression J'ai coupé la d'être... caméra exprès pour que vous ayez une bande passante au total. Enfin, au max, quoi. Ok, super, c'est très bien. Ok, merci. Donc là, j'aimerais bien laisser la place à des questions-réponses, à de la discussion, parce qu'après, je vais vous montrer comment je mesure et comment et quels sont les résultats, quelles sont les mesures que l'on obtient et toutes les preuves que l'on a qu'en fait, une fois on intègre cet indicateur et qu'on le met, et c'est facile à faire, hein, ce que je vous raconte là, ça c'est de la théorie, mais derrière, je fais des formations à des producteurs, producteurs de kiwis, producteurs de pommes, producteurs d'oranges. Je discute avec des gens qui sont en grande culture. On essaie aussi un peu de comprendre comment optimiser en grande culture cette approche redox, entre autres pour leur permettre de diminuer, de rendre leur fertilisation beaucoup plus efficiente. Donc en fait, il y a tout un travail à faire, mais une partie est déjà faite grâce au travail que l'on fait dans les vergers, parce qu'on a pu travailler dans des cultures irriguées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, voilà, je vais laisser la parole aux participants et sinon j'en poserai. J'ai une petite liste de questions, moi, et qui n'ont pas encore totalement été répondues. D'accord. Eh ben, je vais lancer alors peut-être le temps que voilà toutes ces informations un peu nouvelles se fassent digérer. Une petite question, puisqu'on n'en a pas vraiment parlé. Au final, quels sont les signes d'un mauvais équilibre redox, donc en lien avec le pH, comme on l'a dit, sur une culture en fait? Comment ça s'observe relativement facilement? Alors déjà immédiatement, je peux vous répondre, c'est qu'en fait, dès qu'une plante n'arrive plus à faire de la photosynthèse, elle est oxydée. Parce qu'en fait, vous voyez les cultures, par exemple, dans certaines périodes de l'année, il peut y avoir une absence de lumière au printemps parce qu'il pleut trop, il y a trop de nuages. Cette absence de lumière va rendre la plante plus oxydée parce qu'elle fait beaucoup moins de photosynthèse et elle commence à pâlir, elle commence à perdre sa couleur verte. Quand est-ce qu'au contraire, on voit qu'une plante est en plein fonctionnement de photosynthèse, que la feuille est luisante, on voit que la feuille elle est solide, elle a de la membrane, elle a comment dire, elle a pas elle résiste au choc de température, elle résiste au stress de chaleur. Là, on voit vraiment que la plante va bien. Là, on est sûr elle a son équilibre d'oxydoréduction et elle tourne bien et la photosynthèse tourne bien. Dès qu'on perd ces symptômes, la turgescence, euh, la réponse au stress hydrique, la couleur du feuillage, là on commence à comprendre qu'elle est oxydée. Et du coup, ma question donc subsidiaire vis-à-vis de ça, en fait, pourquoi? Parce qu'une plante est oxydée, pardon, elle va être plus sujette aux maladies, aux ravageurs, ou est-ce que ça marche? Enfin, comment ça marche vis-à-vis de ça? Oui, eh bien, tout simplement, quand elle est plus oxydée, ça veut dire qu'en fait, déjà, l'oxydation de son tissu va avertir certaines maladies, parce que bon, il y a des spores, rien n'est stérile, donc il y a des maladies qui préfèrent s'attaquer à une feuille oxydée. Il y a des zones, quand je vous ai montré les zones d'oxydoréduction, Olivier Husson le montre bien dans ses publications, une fois que la feuille est plus oxydée, il y a des maladies qui s'installent, qui trouvent le terrain de privilégié pour devenir pathogène, pour être un pathogène, et la plante, en plus, n'arrive pas à se défendre. Parce que qu'est-ce qui va lui manquer? Pour qu'elle se défende une plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit des molécules très oxydées, comme on dit, reactive oxygen species, de l'eau oxygénée, par exemple. Hmm. Donc le champignon vient, il attaque la feuille et la plante est obligée de oxyder elle-même cette zone de la feuille. Mais pour ne pas elle-même mourir de cette oxydation de son système immunitaire, à côté, elle est obligée d'avoir des antioxydants. Si elle est oxydée, elle n'a pas assez d'endophytes. Donc une grande partie de son système immunitaire ne fonctionne pas. Elle n'arrive pas à produire des antioxydants pour contrecarrer l'oxydation créée par la défense. Vous comprenez? Oui, comme la L'oxydoréduction, fièvre, c'est un jeu aussi, un travail, un outil pour la plante, tout à pour fait. se défendre, mais elle doit corriger cette oxydation qu'elle crée elle-même. Voilà.
Est-ce que c'est un peu le même, si on peut faire un parallèle entre la fièvre, c'est-à-dire que c'est bénéfique dans une réaction immunitaire, puisque ça sert aussi à enlever le pathogène, mais si c'est incontrôlé, nous-mêmes, on peut être encore plus malade C'est finalement. exactement la même chose. Ok. C'est exactement la même chose. Et en fonction de ce que vous mangez et en fonction de votre microbiote, vous allez avoir la capacité de mieux contrôler la fièvre Alors, ou littéralement de ne pas en avoir. Mm. dans le chat, donc j'ai donc une question et une remarque. C'est donc le lycée de Quimper-Véroulou qui demande, pourtant de ce que la personne a compris, donc c'est pas très clair, plus la plante fait de la photosynthèse, plus elle oxyde, ou alors est-ce que c'est, enfin Au voilà, contraire, c'est oui, le oui. contraire, d'accord. Donc plus la plante va faire de la Plus elle réduit, photosynthèse, plus elle plus réduit, elle d'accord. contrôle l'oxydation, effectivement. Ok. La photosynthèse est le grand métabolisme de réduction du végétal et du D'accord. carbone. Et la question est donc, concrètement, peut-être qu'on va le voir après, mais concrètement, quelle conduite de culture doit être mise en place pour favoriser la réduction, à part, comme vous l'avez déjà montré, limiter la fertilisation donc chimique et le travail du sol. Oui, tout à fait. On va le En voir fait, après. c'est en Ok. recréant, ouais, tout à fait, absolument. En fait, une plante qui fait sa croissance sur un sol oxydé aura du mal à ne pas être oxydée. Une plante qui va commencer à faire sa croissance dans un environnement qui n'est pas du tout oxydé, ce n'est plus la même plante. C'est carrément le jour et la nuit. D'accord. Bon, ça, Et ça, on le j'imagine voit qu'avec sur les les, arbres. pardon. Ça, j'imagine qu'avec l'exemple que vous allez nous donner après, on va pouvoir justement rentrer Oui, un peu plus dans le absolument. détail. Oui, Et oui, une oui. autre question de la part de Michel Guertan. Est-ce que le potentiel redox d'une solution, prenons l'exemple d'un purin d'ortie, se stabilise ensuite? Est-ce qu'il y a des moments de l'année où il vaut mieux les utiliser? Est-ce que, par exemple, du coup, il y a des modifications du potentiel redox dans le sol en fonction du temps? Oui, absolument. Je vais vous l'expliquer. Vous pouvez comprendre en fait que si le potentiel redox d'un sol, il vient de deux choses. Il vient de sa chimie, qu'est-ce qu'il contient chimiquement. Comme je vous ai dit, la minérale est toujours oxydée. Donc plus on va réussir à mettre de l'organique dedans, plus on aura un potentiel redox plus bas, moins oxydé. Mais évidemment, en hiver, il n'y a pas de vie microbienne. Il n'y a pas d'enzymes, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas l'activité des exsudats des plantes. C'est au repos. Donc quand je mesure en sortie d'hiver, un sol qui commence à se réchauffer, je vais mesurer le résultat, le contenu chimique de ce sol, qui est à la fois organique et minéral, ou entièrement minéral. Mais à partir de la fin de l'hiver, et on va le voir, la vie microbienne s'installe et j'aime bien faire les mesures directement dans les rhizosphères des couverts végétaux. Je prends le couvert végétal, je plante ma sonde redox dans le couvert végétal et là je vois qu'à 10 centimètres, je commence à réduire complètement le sol puisque les racines sont très actives à 10 centimètres. 30 centimètres, elles sont pas assez actives et le sol reste oxydé. Donc on Ok, a vraiment... Et alors en fait, ça me dérange pas du tout que ce soit dynamique, parce qu'au contraire, ça me donne des informations sur la dynamique du sol. Est-ce que ce sol, avec le couvert végétal, peut devenir moins oxydé? Donc si un couvert végétal se développe sur un sol qui répond très bien, parce qu'il est déjà moins oxydé en sortie d'hiver, ça veut dire que mon couvert végétal va en profiter au maximum. Il faut pas oublier qu'en fait, la plante, elle est tout le temps obligée de corriger l'oxydation du sol. Donc si moi je l'aide avec de la matière organique, avec des bons fertilisants, avec des lactofermentés, si en plus je l'aide à faire une bonne photosynthèse, eh bien la plante va beaucoup mieux réussir à vivre et à se développer dans un sol oxydé. d'accord. Alors, une autre, juste par rapport à, donc c'était une groupe de questions, est-ce qu'une solution qui est réduite, elle peut se stabiliser ou elle va forcément à terme être soumise à une réoxydation ou quelque chose comme ça? Ça dépend de ce qu'elle contient chimiquement et comment elle a été fabriquée. Par exemple, évidemment qu'un un purin de plante, tout ce qui est mis en macération, c'est une lactofermentation. Mais ce que j'ai vu avec le purin d'ortie, et on n'est pas, je ne suis pas la seule, on en a parlé à plusieurs, on s'en est rendu compte, une vraie lactofermentation doit descendre son pH à 3,5. Et les plantes, comme l'ortie, ne le permet pas, parce qu'elle contient des composés minéraux, certainement, qui la tamponnent à pH 5,5, 5, Ok, 5,5. Donc, ce que l'on fait toujours maintenant, on prend le purin d'ortie, on met les orties, mais on met de la farine de seigle. Et la farine de seigle, c'est une céréale ancienne, peu transformée sur le plan génétique,
qui naturellement contient beaucoup d'endophytes, contient des hormones végétales en plus de celles de l'ortie, contient du phosphore soluble en plus de l'ortie. Hmm. Donc on fait toutes nos préparations de plantes, on le conseille tout le temps de faire descendre le pH à 3,5. Quand vous faites un lacto fermenté d'ortie de cette manière, avec du seigle en plus, vous avez un pH 3,5 et surtout, vous récupérez le meilleur de l'ortie, tous ces antioxydants. Ok. Toutes les publications, si par curiosité vous regardez des publications dans lesquelles on donne la recette de la lactofermentation de la fraise, du kiwi, de la carotte, de ci, de ça fait partie des grands aliments que l'humain peut prendre pour rééquilibrer son potentiel redox. Chaque lactofermentation de légumes enrichit le légume en vitamines. Donc l'ortie, pour en tirer le meilleur parti, il faut en faire la meilleure lactofermentation possible. Ouais. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est que le potentiel redox de la solution qui sort de la fermentation est beaucoup plus bas si on a concentré au départ plus de substrat à mettre en fermentation. Voilà. D'accord. Et là, c'est clair et net. Le redox dépend. Si par exemple j'ai un potentiel redox de moins 400 millivolts, ce jus très 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 réduit, acide et réduit, si je le dilue dans de l'eau, ben, je vais remonter son potentiel redox. Mais ce qui est important, c'est pas lui de ne pas l'oxyder, c'est que lui, ce produit que je fabrique, soit capable de réduire l'eau d'irrigation, Hmm. que je D'accord, puisse donc en faire fait, on marche dans l'autre descendre sens. Voilà, on va dans l'autre sens, on va chercher à réduire l'eau oxydée. D'accord. C'est tout. On ne peut pas penser que le lactofermenté que l'on met dans l'eau et ensuite dans le sol va lui seul changer le redox du sol. Pas du tout. Ce qu'il va changer, c'est la qualité de photosynthèse du couvert végétal qui va faire beaucoup plus d'exsudat. En fait, c'est un système de relais, de synergie. On est en train d'aider le végétal et les micro-organismes du sol à mieux se développer. On leur balance quelque chose qui est un véritable stimulant plus, plus, plus. D'accord. Et je ne m'intéresse pas du tout à savoir, quand je mets un produit qui contient du micro-organisme en grande quantité sur un sol, est-ce que ce micro-organisme va rester? Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais vous montrer là. Je veux faire de l'agroécologie, je veux faire de la régénération des sols, je mesure le niveau d'oxydation de mes sols et je veux le réduire et le ramener à des valeurs optimales pour mon végétal. Et tout ce qui est lacto-fermenté, ou thé de compost, ou extrait d'algues, acides aminés, tous ces intrants-là vont être hyper importants. Ok. Bon, bah super. Et même J'espère le que... sulfate de calcium. Ah, pardon, Voilà. c'est moi. Eh ben écoutez, belle réponse bien riche. Alors on va faire juste un saut de questions. Après on va revenir aux deux autres. Vis-à-vis de ce que vous nous avez dit sur la dynamique en fait de ces indicateurs au cours de l'année. La question c'est donc est-ce que les analyses de sol réalisées au mois de novembre sont-elles finalement représentatives ou pas? Non, si les sols sont froids, ça dépend de la région. Si on est ici en Méditerranée, oui, je peux faire une mesure en novembre, mais enfin, les sols sont quand même froids. De toute manière, ce qui est intéressant, c'est par exemple, moi, je ferais plutôt la mesure fin de l'été. Fin de l'été, quand les sols restent encore pas trop froids la nuit. Et fin d'hiver, fin de l'été, et puis au printemps aussi, surtout dans les couverts végétaux. Mais de toute manière, si je fais des mesures à certains moments de l'année, je m'arrange pour les faire quand le sol est à peu près à la même température chaque année. Et puis j'essaye de comprendre ce qui s'est passé d'une année à l'autre. Hmm. Parce que mon objectif, c'est que même quand le sol n'est pas dynamique, il n'est pas trop froid, mais il n'est pas encore très dynamique, j'essaye de voir, de comprendre quel est son niveau d'oxydoréduction à ce moment-là de l'année. Mais pour moi, les moments les plus importants, c'est vraiment au moment où la plante va explorer le sol au printemps. Au moment où mon couvert végétal, par exemple, fait 10 centimètres et il va commencer à faire une belle croissance parce que les températures reviennent, et là, je commence à mesurer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le sol répond à l'exsudat, comment le sol répond au développement du couvert végétal. Ok. Mais en général, je fais aussi des mesures en pleine croissance du végétal, dans la rhizosphère, à côté de la rhizosphère, pour voir un peu comment ça se présente.
D'accord, donc j'espère que bah, voilà, la réponse éclaire un peu mieux. On va revenir, alors là c'est peut-être, on va pouvoir du coup enchaîner avec la suite, puisque la question c'est bah, comment améliorer le sol en profondeur, alors, hein, vis-à-vis de ce que vous Mhm. nous avez présenté, mais par contre, question subsidiaire, quel pourcentage de matière organique alors serait favorable à un sol dit vivant? Alors déjà, il y a une règle qui dit qu'il faut 17%, c'est-à-dire que la matière organique en pourcent sur la teneur en argile doit être dans un rapport de 17. C'est une publication, c'est marqué ici. Ici. Eau sur argile doit être de 24%, 17%, 12%. Mais sur les sols sableux où il n'y a quasiment pas d'argile, il faut mettre de la matière. Alors, sur les sols sableux où il n'y a pas d'argile, est-ce que vous pouvez répéter, parce que ça a sauté du coup, s'il vous plaît? Et là, sincèrement, ici, dans les vergers, on essaie où il n'y a pas d'argile, il faut essayer de monter à 3%. Ok. Donc, Ce qui est pas mince comme valeur à atteindre. Mais en général, on est plutôt à 1%. Donc il faut essayer de monter à 3. Et puis après, il faut monter encore plus. Plus il y a de l'argile, plus il faut en mettre. Mais ce dont je me suis rendu compte, et vous allez le voir dans l'exemple là, c'est que des sols argileux extrêmement compactés, avec seulement 3% de matière organique, qui devraient normalement en avoir beaucoup plus, dès qu'on corrige le potentiel redox, ils deviennent poreux. C'est-à-dire que le comportement du calcium et du magnésium sur l'argile n'est plus le même quand on commence à mettre beaucoup plus de lactofermenté dans les sols. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, et ça, il y en a pas mal qui le disent, les Allemands, les Australiens, des gens qui font de la régénération des sols, ils sont capables d'aller décompacter le sol compacté à 40 centimètres, la semelle de la bourre. Ils viennent avec une fissuratrice, quelque chose pour fissurer, et en même temps, ils injectent du lacto-fermenté pur, du lacto-fermenté de seigle, pH acide, redox très bas. Et ils disent qu'en 24 heures, la, 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 la décompaction est beaucoup plus poreuse. C'est un travail à la fois chimique, biochimique et chimique. Et je leur dis, mais c'est de la folie. Et en fait, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais comment on peut faire pour penser injecter du vivant à 40 centimètres de profondeur dans un sol compacté et revendiquer un effet sur la porosité. Donc, c'est un effet physico-chimique du potentiel redox sur le micro-agrégat. Et ça, c'est quelque chose que j'espère qu'on va étudier et aller observer, aller regarder scientifiquement pour le décrire. d'accord. Bon, bah, écoutez, je pense que il n'y a pas plus de questions, donc on va pouvoir attaquer un petit peu les pratiques, les techniques suite à à votre expérience et votre travail. Oui, alors pour vous dire qu'en fait, je ne trouve absolument pas beaucoup d'accueil du côté des institutions scientifiques pour ce sujet-là pour le moment, mais je commence à être en très bonne relation avec des Catalans qui eux, ont très très envie de tout simplement de faire des parcelles dans des cultures régénérées, non régénérées, et plutôt que d'aller comparer chaque élément de la régénération, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans les sols avec la régénération telle que je vous l'explique ici. Donc j'espère que dans 2, 3, 4 ans, vraiment, on aura des résultats vraiment intéressants à vous présenter. Pour le moment, mon seul travail, c'est d'accompagner des arboriculteurs, enfin, de faire des formations, de sensibiliser, mais surtout sur le terrain, de travailler avec des arboriculteurs qui ont des arbres à sauver et on y arrive. Donc ça, c'est le matériel que je vous montre. Vous voyez au milieu une sonde. Bon, elle peut être noire, elle peut être blanche. Moi, elles sont plutôt noires. Et c'est une sonde qui a platine légèrement brillée dessus. Un, 2, 3, 4, tous les 10 centimètres. Ces anneaux de platine sont connectés à un fil, des fils qui sortent de l'autre côté de la sonde. Chaque sortie de chaque anneau, moi je n'ai que deux voltmètres. Je pourrais en avoir 4. Là, je n'en ai que 2, à 10 centimètres. Et l'anneau qui va me permettre de faire une mesure à 20 centimètres.
Donc c'est bien cette sonde blanche qui va être enfoncée dans le sol. Évidemment, je fais d'abord un premier trou, parce que la sonde, sinon, va se casser. Et je colle la sonde, ce sont des demi-anneaux sur la sonde, je colle ces anneaux contre le sol. Et en plus du voltmètre, j'ai deux ondes, deux électrodes de référence. Vous les voyez, elles sont en bleu. On voit la électrode de référence, la flèche jaune, et vous voyez deux petites pointes bleues, deux têtes bleues. Bon, j'aurais pu les mettre en photo en plus grand, mais ce sera pour une autre fois. Mais de toute façon, ce sont des petites électrodes qui, elles, ne sont enfoncées qu'à 1 centimètre de profondeur et qui sont posées à côté de la sonde qui contient les anneaux de platine. Donc la grande sonde est dans le sol humide, et les deux électrodes de référence sont aussi connectées aux deux voltmètres, et je vais avoir une mesure de flux d'électrons entre chaque anneau et chaque électrode de référence. Et c'est le voltmètre qui va me donner des millivolts. Là, vous voyez, le voltmètre, il affiche 228, 260, tout ça. Plus la valeur est élevée, plus c'est oxydé. Donc on voit tout de suite déjà que entre les deux voltmètres, là, sur l'image en bas à droite, on lit 228, 260. Donc on a déjà un écart d'oxydation entre 10 et 30 centimètres. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est une dynamique qui est très intéressante. Parce que quand on va régénérer un sol, d'année en année, on va se rendre compte qu'à 10 centimètres, on a toujours des valeurs beaucoup plus réduites qui arrivent à l'équilibre. Et on commence à voir difficilement et très rarement la valeur à 30 centimètres qui change. Elle reste oxydée d'année en année, selon les saisons, tout le temps. Et le pire, c'est, et là je le vois dans les vergers irrigués, en sortie d'hiver, je peux avoir euh, un sol qui, à 10 centimètres, est pas trop oxydé. Puis le couvert végétal fait tout son travail de correction d'oxydation. Mais dans les vergers de kiwi, au moment où le kiwi fait plein plein de feuilles, il n'y a plus du tout de couvert végétal, on est obligé d'irriguer beaucoup, de mettre beaucoup d'eau. Et là, toute l'eau qu'on apporte est en train d'oxyder le sol. Et on remonte dans l'oxydation. Donc c'est vraiment un indicateur qui nous donne des informations très claires sur qu'est-ce qui se passe dans ce sol au niveau de l'oxydoréduction. Et c'est vraiment intéressant. Alors je dirais que pour lire une mesure dans un verger, je vais prendre un arbre, je vais faire 4 mesures autour de l'arbre, toujours au même endroit à peu près. Je vais choisir 3, 4, 5 arbres. Mais comme les sols sont très homogènes, que tout le travail que l'on fait dans le verger est homogène, je trouve tout le temps, des valeurs évidemment oxydées. Et quand c'est oxydé, c'est hyper, hyper, hyper homogène. Mais c'est en pleurer. Et quand ça commence à être corrigé, à 10 centimètres, et que la rhizosphère commence à mieux se développer, alors là, je suis contente parce que tout à coup, je trouve des valeurs qui décrochent, qui vont vers le bas. Et je ne cherche pas à faire une moyenne. Je cherche à regarder comment le nuage de points se déplace. C'est tout. Et j'ai des indications comme ça. Là, c'est dans la publication d'Olivier Husson. Donc, il montre publication, c'était en 2015. Il a fait des mesures dans des sols qui avaient été transformés en 7 ans, 5 ans, 12 ans, qui avaient été transformés de quelque chose de conventionnel en quelque chose de régénéré par l'agroécologie. Et là, ce sont des gens qui sont dans des grandes cultures, beaucoup plus difficile de changer le redox, c'est beaucoup plus long. Et puis, c'est pas des gens qui utilisent des lactofermentés, qui utilisent des thés de compost. Enfin, je n'ai pas Mais on voit bien que un sol limoneux, en quelques années, va changer surtout son pH et un peu son potentiel redox, parce qu'il passe de 512 à 500 millivolts. Donc, c'est toujours oxydé, hein. Je vous garantis que cette valeur-là, c'est vraiment encore oxydé. Mais on gagne, je dirais, 15 millivolts et surtout un point de pH, un point et demi de pH. Ensuite, le sableux, c'est pareil. Il va gagner beaucoup moins de potentiel redox, mais il gagne du pH aussi. Alors qu'en fait, dès qu'il y a de l'argile, et ça c'est magnifique, on a du redox qui tombe complètement. On peut passer de 515 à 490, de 510 à 485. Et ça, c'est la capacité du microagrégat de se créer avec l'argile, avec le calcium, avec les bactéries anaérobies. Et comme l'argile permet de faire des microagrégats de bien meilleure qualité,
eh bien, on a un potentiel redox qui descend mieux. Alors Isabella, juste une petite question pour aider à la compréhension derrière. Comment Là, ce est-ce... sont Ouais, il y a un des petit décalage. mesures Attends que ça se stabilise. que j'ai faites. Regardez tout à droite. C'est typique. Oui. Oui, il y a un petit décalage, c'est pour ça. Petite question de compréhension. Comment mesure-t-on le niveau d'oxydation de l'eau? Vous me comprenez. Alors on prend on prend tout simplement un, un- un- un ORP. C'est une sonde. On prend le pH, trouve le même potentiel redox de l'eau. De l'eau irriguée, de l'eau avec le lacto, du lacto. Ça, je vous montrerai le matériel après. C'est beaucoup plus facile. Alors, on a des petits... Je continue? Alors, c'est possible, juste désolé hein, de répéter parce qu'on a eu du grésillement. Ah, donc, dou- doucement, je parle doucement. Donc, en fait, il existe des pH mètres portables, type X-Tech, et ces pH mètres portables, ils sont aussi capables, le même matériel peut mesurer le redox. On peut avoir une sonde qui mesure le pH mètre, un pH mètre, et on a un redoxmètre. Ce sont des outils chez Extech portables, très faciles à acheter, à trouver sur Internet. Ça coûte 130 euros. Et dans l'eau, c'est très facile à mesurer. Super, merci. Donc là, on voit tout à fait à droite qu'on a commencé à 630 millivolts fin mars, dans une zone où il y avait du couvert végétal, mais c'est un sol travaillé en bio. Donc ce sol, malgré le couvert végétal qui venait d'être semé, c'était la première année qu'il y avait du couvert, eh bien il démarre à 630 millivolts. Alors que la friche qui est à côté, qui n'a jamais été travaillée, qui a toujours été couverte, commence en sortie d'hiver à 590 millivolts. Donc 630, c'est plus oxydé que 590. Donc là, vous voyez, vous avez déjà une indication en sortie d'hiver. Et puis, doum doum doum, fin mars, fin avril, fin mai, on se trouve avec un sol déjà beaucoup plus réduit. On voit que le couvert végétal, c'est à 15 centimètres de profondeur, et le couvert végétal, avec ses racines, son activité, a réussi à faire descendre le redox à 580. Et dans la friche, ben, on reste à peu près au même niveau parce que c'est un sol qui est un peu bloqué. C'est pas non plus un couvert végétal qui fait une grande croissance, mais il descend quand même à 570 millivolts. Voilà. Donc c'est typiquement une image de la dynamique de ce qui se passe dans une rhizosphère. Là, le tableau qui est en bas à gauche, tout ce que je vous propose, c'est de regarder la valeur du broyat de 2 ans. Il a 477 millivolts, la valeur tout en bas, pH 7,8. Et à quel endroit je vais trouver cette valeur de 470 millivolts? Parce que je me dis, bah, c'est très bien, c'est génial, un broyat, il n'est pas oxydé, il a une belle valeur. Mais comment est-ce que je vais l'obtenir dans un sol? Eh bien, je l'ai trouvé dans un sol uniquement à 20 centimètres de profondeur dans un sol, non, à 5 centimètres de profondeur d'un sol qui a pendant 2 ans pris ce broyat pendant 20 à 30 centimètres de hauteur. Donc, ils ont mis 20 à 30 centimètres de broyat il y a 2 ans. Et moi, je viens 2 ans après, sur ce sol qui n'est pas irrigué, et à 5 centimètres de profondeur, je trouve les 470 millivolts du broyat. Alors qu'à 15 centimètres, je ne vois même pas l'impact sur le sol, puisque je suis encore à 526. OK? Donc voilà un petit peu le genre de choses que l'on peut mesurer, que l'on peut voir. D'un côté, on a un sol qui est en bio, qui est dans une vigne bio, mais qui est retourné, donc il reste oxydé. Le couvert végétal, on voit, va commencer à descendre son oxydation. Et de l'autre côté, c'est un sol, un sol qui est vraiment une argile rouge, qui était riche en oxyde de fer. Et c'est un sol qui n'a pas été travaillé, qui est en bio, qui a reçu un broyat de déchets verts.
Et 2 ans après, je vois bien la valeur à 5 centimètres de profondeur du sol. Donc, le broyat posé sur un sol non travaillé va vous donner une correction du potentiel redox. C'est une publication qui est sortie, à laquelle j'ai participé. Pendant 2 ans, j'ai mesuré des sols dans des vergers de kiwi. Alors, vous voyez dans les colonnes que c'est marqué contrôle d'un côté et KVDS de l'autre. KVDS, ça veut dire Decline Syndrome, donc c'est vraiment le syndrome de dégénérescence du kiwi. Et j'ai fait des mesures à 10 et 25 centimètres. Et là, c'est ce que je vous disais. Le contrôle, c'est là où les arbres ne sont pas malades. Ils ne montrent pas de dégénérescence. Le KVDS, c'est là où il y a une dégénérescence. En avril 2023, en sortie d'hiver, à 10 et 30 centimètres de profondeur, j'ai fait des mesures. Et on voit qu'en sortie d'hiver dans le contrôle, je suis beaucoup moins oxydé. J'ai 466 millivolts. Alors que l'autre qui est malade, à 10 centimètres, le sol est à 526. Alors d'où ça vient? Ben, ça vient de l'historique du sol, de la parcelle, des matières organiques qui ont été mises, qui n'ont pas été apportées. C'est des parcelles différentes. Enfin, elles sont homogènes, mais en même temps, elles ont une histoire différente. Une irrigation peut-être qui a été différente. Il y a des travaux qui ont été menés, il y a des couverts végétaux qui sont différents. Voilà. Mais on voit bien qu'à 25 centimètres, bon bah, même à 25 centimètres, dans le contrôle, on est moins oxydé. Voilà. Donc, sortie d'hiver, verger moins malade en sortie d'hiver. Enfin, c'est plutôt avril, hein. Avril 2023, c'est vraiment le début de l'activité du printemps. On voit bien que je démarre avec des valeurs beaucoup moins oxydées. Et patatras, avec l'irrigation au mois de mai, je remonte dans l'oxydation. Et au mois de juin, je me retrouve avec des valeurs hyper oxydées dans le contrôle à 10 et 25 centimètres. Et ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Parce que du coup, le contrôle, bah, lui aussi, il est devenu malade. On n'arrive pas à le maintenir non malade. Pour vous expliquer comment on fait, là, ce sont des mesures faites dans des sols, dans des vergers aussi de kiwi. Dans le Latium, zone de Rome, on a des sols vraiment compactés avec peu de matière organique. Toutes les valeurs qui sont écrites en noir, qui sont là, sont toutes oxydées. Vous le voyez bien. Bon, ça, c'est à 15 centimètres de profondeur. Alors que dès qu'on descend dans la Campanie et dans la Basilique et surtout la Calabre, ce sont des sols qui sont sableux, mais naturellement, ils ont parfois 7%, 5 à 7% de matière organique. C'est leur histoire qui fait ça. Eh bien, on se retrouve à des valeurs réduites. 413, 408 et parfois 390. Ça, c'est la mesure dans la rhizosphère. Des kiwis de 4 ans, des kiwis de 15 ans, qui ont reçu du calcium ou qui n'en ont pas reçu. Mais vous voyez que la région déjà vous donne des sols complètement différents du fait de leur histoire et du fait que dans le Latium, ils ont bousillé, ils ont détruit leur sol avec beaucoup, beaucoup de nitrates, beaucoup de sulfate de magnésium et ils n'ont plus du tout apporté de matière organique dans des sols qui sont normalement très, très riches. Je vous montre une histoire, comment on fait aussi pour mesurer qu'est-ce qu'on va apporter dans un verger. Vous voyez que les produits, bon, c'est en italien, mais les produits qui sont ici tout à fait écrits à gauche, on a des algues, on a des acides aminés, on a du sang soluble, du gypse liquide, des ferments lactiques, des micro-organismes, du carbonate de calcium. Bon, et tout ça on mesure. Alors EHGCL, c'est la sonde de mesure que vous aurez dans les mains, même la petite sonde, la petite électrode ORP, parce qu'elle a une référence argent chlorure d'argent. On mesure avec cette sonde, on mesure le pH mètre, avec le pH mètre. Toujours très important de mesurer les deux. Bon, la colonne RH2, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Moi, je regarde toujours la colonne EH à pH 7. Ça veut dire que là, vous aurez la colonne dans un tableau qui est la référence hydrogène corrigée à pH 7. Et à partir de là, vous voyez que vous pouvez comparer tous vos produits. Certaines algues sont à 300 millivolts, d'autres sont à 59 millivolts. Des acides aminés sont à -6, d'autres sont à 188. Et on commence à faire nos choix. Et on choisit dans les produits que l'on trouve dans le commerce, lesquels vont me donner les valeurs les plus basses. Attention, si j'ai besoin d'un manganèse, même s'il est oxydé à 389 millivolts, c'est pas grave. Je vais le prendre parce que c'est le manganèse qui compte. Mais je vais l'appliquer avec quoi? Avec une algue qui est à
59 millivolts, avec un acide aminé qui, lui, sera à moins 6 millivolts, ou avec un produit lactique, un ferment lactique, qui va faire réduire toute l'oxydation de l'eau. Donc, on va gérer comme ça le choix des produits que l'on va utiliser. Et maintenant, on a découvert ici en Italie, justement, des produits qui sont à base de calcium soluble, à base d'oligoéléments, à base d'algues, qui ont des valeurs exceptionnellement basses. Donc, on est tout le temps en train de surveiller le niveau d'oxydation de l'eau d'irrigation, enfin, on le fait au moins une fois par semaine, ou de l'eau des bouillies. Et on s'arrange pour que les bouillies apportent des produits très réducteurs. Ça, c'est le type même de régénération que l'on a. Ça, c'est en Espagne. C'est un ami avec qui je collabore. C'est un verger qui a été régénéré depuis 2008 avec la méthode. Alors, si vous trouvez la méthode, vous pouvez la regarder par curiosité, mais elle est vraiment très connue en Amérique latine. C'est Jairo Restrepo Rivera et Nacho Simon. Eux-mêmes ont obtenu ces techniques d'agriculture régénérative et les ont développées en collaborant avec au Nicaragua, je crois, ou en Costa Rica avec un Japonais. Donc il y a toute une histoire que vous pourrez retrouver sur Internet qui est fabuleuse. Et ils ont appris en Amérique latine, à Cuba, à faire de la culture avec de l'organique, de la production agronomique avec de l'organique, parce qu'ils n'avaient que ça à disposition et avec des minéraux. Et même parfois, ils prennent des roches et ils vont les mettre dans un lacto-fermenté pour essayer de dissoudre quelque chose de la roche. Bon, nous, on va pas jusque-là. On essaye d'être le plus efficace possible en Italie. Donc, on va chercher des produits et on va vérifier leur valeur. Mais on va quand même produire du lacto-fermenté en grande quantité. On se contente de ça et déjà on a d'excellents résultats. Mais cette agronomie il y a des travaux qui sont prévus aussi en Espagne, en Catalogne, pour pour simplifier cette technique de régénération des sols qui vient d'Amérique latine, parce qu'on va introduire le potentiel redox et on va permettre à des producteurs de simplifier les choses, mais d'aller au plus direct, mesurer le niveau d'oxydation et corriger l'oxydation. Et là, on a déjà d'excellents résultats. Et si vous regardez ici, j'ai fait des mesures en Espagne justement pendant le mois de juillet. Voyez que toujours à 10-30 centimètres, vous avez la profondeur, bon, c'est encore en italien parfois, la profondeur en centimètres, 10-30, 10-30, 10-30, et je compare. Et je vois que, par exemple, dans un conventionnel, donc le tableau qui est tout en bas, dans un conventionnel des arbres jeunes, à 10 et 30 centimètres, je suis complètement oxydé, 455. Parfois, 10-30, je redescends le redox, 443, 474. Mais tout à coup, l'arbre à côté, c'est 492, 493. Donc, toujours 10 centimètres est moins oxydé que 30 centimètres, parce qu'il a l'impact des herbes, des croissances, des couverts végétaux l'hiver, de l'herbe spontanée. Mais les 30 centimètres sont toujours réellement oxydés. Un arbre, il va beaucoup plus loin que 30 centimètres. Donc on peut imaginer dans quel type de sol il doit faire sa croissance. Et vous voyez que une irrigation dans l'agrume, qui a une irrigation avec une inondation du sol, donc le sol est tout le temps maintenu humide et frais, eh bien on voit qu'à 10 centimètres, on est à 457, 453, 446, 448. C'est exceptionnel. Le sol est à l'équilibre après 8 années de, d'agriculture régénérative. Et qu'à 30 centimètres, il est à 504, parfois 425. Ça, c'est la rhizosphère. Bonjour la rhizosphère, elle est là, elle corrige tout. Ou 505, 505. Vous voyez qu'à 30 centimètres, le sol est encore oxydé, mais toujours dans la même valeur. Donc on a un impact jusqu'à 30 centimètres. Et c'est beaucoup plus homogène. Voilà. En fait, quand on est en train de corriger et de régénérer un sol, les valeurs à 10 centimètres commencent à exploser dans tous les sens vers le bas, puis elles se stabilisent, et ensuite ce sont les 30 centimètres qui commencent à bouger. Là, je vais arrêter de partager celui-là parce que je vais aller vous chercher un autre, alors je ne sais pas comment je peux le changer. Je vais aller chercher un autre. Je pense qu'il faut quitter le partage, vous ouvrez le Je document dois. et vous repartagez. D'accord, d'accord. Donc je quitte le partage.
On peut en profiter pour prendre des questions. Ouais, il y en a une de la part du lycée de Quimper-Bréauloux. Donc vis-à-vis de ce que vous avez expliqué tout à l'heure, en Allemagne, avec la fissuration et l'application donc de lactofermentation de seigle, est-ce que donc sur un verger, si on le fait sans fissuration en profondeur, est-ce que ça peut quand même avoir une incidence favorable, l'application de lactofermentation de seigle? Alors, à mon avis, non. Ça dépend du niveau de compactation. Ça dépend s'il y a de l'argile ou s'il n'y a pas d'argile. Ça, c'est important. Ça dépend aussi du calcium qu'il y aura et qu'il n'y aura pas. D'accord? Moi, j'ai travaillé sur des sols, en général, qui ont été complètement décompactés avant plantation. Donc, je conseille au contraire de décompacter un sol à fond pour être sûr que les arbres ne rencontrent pas une semelle de labour. Quand on a décompacté le sol et au moment de la décompactation, je ne dis pas de retourner le sol, hein, le décompacter. Là, vous y allez à fond, vous balancez du lactofermenté de seigle. Vous le faites. Ça coûte rien de le préparer, ça coûte rien de produire. Vous vérifiez son pH redox, vous l'injectez. Et vous pouvez faire une partie avec injection, sans injection. Puis vous faites la plantation et vous menez l'agriculture régénérative. Et là, vous savez que votre sol va rester décompacté. Et là, bon, c'est en fonction, il y a toute une analyse des sols à comprendre, à faire. Il faut rééquilibrer calcium, magnésium, potassium. Euh, et puis vous mettez les fertilisations qu'il faut, les matières organiques, les couverts végétaux, et puis vous y allez au lacto-fermenté. Et Et là, dans, vous allez voir la différence. et dans le cadre ils sont déjà implantés en fait, dans le cadre d'un verger qui est déjà Ah oui, implanté oui, et vous y allez. Là, productif. vous ne décompactez rien, vous y allez avec tout ce qu'il faut pour faire en sorte que le couvert végétal aille décompacter, bien sûr. Vous n'allez pas décompacter. Je ne sais pas. Posez-vous la question, il peut y avoir la nécessité de décompacter à certains endroits du verger, de manière à ce que l'arbre puisse aller, ça dépend aussi où est la compaction, à quelle profondeur. Si les arbres sont en train de souffrir et n'ont que 40 centimètres de profondeur de sol pour faire leur croissance, c'est de la folie. Il faut les aider. Donc ça pourrait être intéressant, au contraire, de décompacter, donc de prendre un instrument qui plonge des dents qui décompacte, qui donne un choc au sol pour décompacter sans rien retourner. Et là, vous injectez de lacto. Donc dans l'interrang par exemple. Oui, oui, Hmm. oui. Dans l'interrang, là où vous voulez que les racines puissent tout à coup plonger et aller chercher de l'eau ou chercher quelque chose. Oui. Hmm. D'accord. Une autre question, tout à l'heure quand vous présentez donc effectivement de faire un peu son marché des produits réduits, malgré par exemple on avait besoin de magnésium, même si c'était oxydé, on utilisait d'autres produits. Qu'en est-il de la pluie? Ah ah, très bonne question. Parce qu'évidemment, nous, ici en Italie, certains producteurs qui sont en train de régénérer leur verger m'ont dit, mais il y a un problème avec la pluie, Isabella. Et pourquoi? Parce que quand leurs arbres sont régénérés, donc on peut se dire, waouh, tout va bien, les feuilles sont magnifiques, vous allez voir les images, c'est splendide. Une grosse pluie arrive, en juin, ou en juillet, ou en août, un orage, une pluie intense, et là, tout à coup, ils voient leurs feuilles qui sont en train de tomber, qui ont reçu un choc. Or, on peut dire, ok, la température de l'eau est trop froide, mais quand même. Donc, on est en train de se poser la question, et j'en ai parlé avec des physiciens, un physicien entre autres, qui m'a donné des publications et qui m'a dit, l'activité solaire en ce moment ionise énormément les nuages, au point qu'il donne des conseils à des gens qui font beaucoup de voyages en avion de se substanter en antioxydants, de faire attention au niveau d'oxydoréduction, au niveau de l'oxydation, due à la lumière qui ionise très fort les poussières et les particules. Bon, après, on est dans un avion, donc on est quand même protégé. Mais voilà. Et là, on pense qu'il est possible que la pluie et que les nuages, l'eau des nuages, soient oxydés, très oxydés. D'autant plus si elle est polluée par des poussières, polluée par des contaminants. Elle n'est pas pure, l'eau de pluie. Et en plus, vous savez que normalement, l'eau de pluie devrait contenir des micro-organismes et des bactéries, et elle s'appauvrit en bactéries. Donc, pareil, le redox de l'eau de pluie peut jouer sur la toxicité à certains moments de l'année. Et moi, je vous dis déjà, l'eau d'irrigation, je la vois oxyder les sols. Parce que l'eau, de toute façon, ça sert à quoi? Ça sert, soit ça fait vivre la vie, qui, elle, réduit,
est capable de faire de la réduction. Soit l'eau arrive sur du minéral, où il n'y a pas de vie, et elle oxyde à fond, puisqu'elle permet l'oxydation. Si on est sur un terrain qui est oxydé, il est de plus en plus oxydé par l'eau de pluie. Mm. Donc, il ne faut pas attendre grand-chose de l'eau de pluie, mais surtout, il faut s'attendre à ce qu'elle n'oxyde pas du feuillage qui lui-même est déjà en train de souffrir. Oui, c'est une bonne question. J'aimerais bien qu'à l'avenir, on puisse mesurer de l'eau de pluie dès D'accord. qu'elle tombe, dès qu'elle arrive quelque part. On la récolte, on mesure. Un peu comme quand on allait mesurer son pH parce que, elle était polluée avec du soufre. Donc là, je vous raconte l'histoire des vergers de kiwi. Bon, ça, c'est les maladies qu'il y a les plus importantes. Depuis plus de 10 ans, maintenant 12 ans, les vergers de kiwi Juste, ont vous avez supprimé. pas, juste, on n'a pas le partage par contre. Ah, d'accord, partage. Ok, voilà, partager. Waouh! Heureusement que je m'en sors, hein, vous avez de la chance parce que, Ouais, pas de problème. parce que là, j'ai un petit peu paniqué quand j'ai vu que la bande passante n'était pas bonne. Partager. Non, attendez, je dois partager, partager. Comment je fais? Diaporama, reprendre. Non. Faut Non. revenir sur Zoom et vous avez l'icône partager et normalement vous pouvez partager plutôt la fenêtre si vous voulez montrer que le document, quoi. Oui, 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 oui. Ah oui, ah oui. J'ai le zoom. J'ai, j'arrive pas à trouver partager. Ah oui, C'est en voilà, bas, c'est le bouton partager. vert. Ouais. Génial. Oui, oui. Génial. Voilà, c'est là. Très bien. Partager. Et du coup, Super. et juste pour faire le maître du temps également, il est 15h40 donc il nous reste Oui, 20 alors je vais bonnes aller très minutes. vite. Non, 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 c'est Je juste vais pour dire aller. qu'il reste 20 minutes aussi pour les questions, tout ça. Oui, oui, oui. Donc en 10 minutes, je vous présente ce qui s'est passé. Ça, c'est les maladies qu'il y a dans le kiwi. On va pas traîner là-dessus. Il y a un insecte, mais bon, ils ont des oiseaux pour tuer les insectes, donc ça va. En revanche, ils ont du Pseudomonas syringué, donc qui attaque et qui au printemps, c'est une espèce de boue immonde qui sort des, des blessures de l'arbre et c'est terrible. La dégénérescence, c'est vraiment les racines qui n'arrivent plus à pousser, que ce soit un sol sableux, que ce soit un sol argileux, compacté. On a les racines qui sont en train de devenir marron et on a une espèce de racine qui pourrit. Alors ils ont tout cherché comme, comme origine, surtout beaucoup de pathogènes. Ils n'ont rien trouvé au niveau des pathogènes. Depuis 2 ans, 3 ans, ils savent que c'est la nature du sol qui le fait. Donc les kiwis sont en train de mourir. C'est clair que si un arbre comme ça n'a plus de racines, pour absorber de l'eau. L'arbre, en fait, comme il fait une forte évapotranspiration au mois de juin, juillet, août, il commence à faire son évapotranspiration de plus en plus forte. Les racines ne donnent plus assez d'eau, donc il coupe le xylème pour se protéger, ne pas faire de thrombose dans le xylème. Mais comme le xylème est bloqué, bah, il ne peut pas le réparer non plus. Donc de plus en plus, l'arbre n'a plus accès à de l'eau. À un moment donné, les feuilles commencent à tomber et commencent à perdre comment, leur tenue. Et boum, crac, ça tombe complètement. Donc les sols sont hyper compactés. Sableux, argileux et tout, quand ils sont argileux, ils sont compactés. Quand ils sont sableux, ils sont oxydés, complètement oxydés. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce verger? Et on m'a donné un verger, et on m'a dit, écoutez, voilà un verger, c'est celui-ci, de 2023 à 2025. Ce verger, on va essayer de faire des choses, essayons, on va faire le maximum. C'est dans la région de Latina, en dessous de Rome. Il a été planté en 2016, c'est du vert et du jaune, du kiwi vert, kiwi jaune. Planté en 2016, en 2017, les arbres ont déjà des symptômes de dégénérescence. Alors qu'il y a du couvert végétal, qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce verger? Ils ont mis du couvert végétal, du fumier, ils ont créé des fossés, ils ont mis du gypse, beaucoup de gypse, et en 2022, aucun effet sur la production, aucune récolte possible. En janvier 2023, quand je suis venue, le soleil hyper collant, et il y a des vers de terre en grande quantité, il y a du couvert végétal, mais ça ne va pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Le gars, il produit en même temps des choux raves. Donc, il me montre comment il les produit et tout. Et il les fait en plus d'une manière sans résidu. Aucun résidu de produit de traitement. Il est fait vraiment de très beaux produits. Je lui ai dit, écoute, tu vas faire un lacto-fermenté. Et quand j'ai vu les choux raves, je lui ai dit, écoute, mets des résidus de choux raves dedans. Farine de seigle, farine d'épaule, résidus de choux raves, température 25 degrés, 30 jours de fermentation. Donc on voit à quoi ça ressemble un bac avec des sacs, des légumes, du levain. On fait tout ça. Et c'est un liquide qui est très acide, très réduit. C'est on appelle un biofertilisant, mais moi je dis que c'est plutôt un correcteur de redox.
Et il me dit, je le produis. Il le produit. Février-mars 2023, il en produit plein. Il commence à appliquer en avril 2025, 23. Mi-avril 2023, on a fait l'analyse de la CEC, capacité d'échange cationique complètement déséquilibrée, beaucoup trop de magnésium, c'est ce qui fait que le sol est collant. Il me dit combien je mets de lactofermenté. Je lui dis, dans l'état où tu es, tu en mets chaque semaine, 25 litres par hectare par semaine. Dans le système d'irrigation, qui est une micro-aspersion. La micro-aspersion se fait sur le couvert végétal. Je lui dis, ton couvert végétal, tu ne le coupes pas, tu vas le rouler quand il sera trop grand, quand il fera 50 centimètres. Mais tu le laisses faire de l'exsudat. Il avait déjà mis du gypse, du soufre, du fumier, tout va bien. Et sur le foliaire, il met 5 litres par hectare à chaque application de fertilisant. Et on mesure le pH et le potentiel redox de toutes les bouillies. Et il met beaucoup de calcium, chélaté, en foliaire, des algues, des protéines hydrolysées, des oligoéléments. Le calcium fait partie du succès. C'est un élément qui est peu mobile, mais qui est hyper important pour que la plante se protège. 6 semaines après les premières applications au sol, fin mai 2023, les bois qu'il avait taillés, qu'il avait condamnés, des arbres taillés, coupés, les germes sont en train de sortir, tous, tous les germes sont en train d'exploser. Et à côté, on voit les feuilles du nouvel arbre qu'il a planté, du jeune arbre qu'il a planté pour reconstituer son verger. Tous les indicateurs sont quasiment magnifiques. En fin mai 2023, les jeunes pousses sont pleines d'antioxydants, pleines de couleurs, de cette couleur polyphénol. Les trichomes sur les feuilles sont beaux. Aucun symptôme qui va mal. Là, juin 2023, tout le développement du feuillage est au maximum, vraiment très beau. Tenue des feuilles, qualité de photosynthèse, l'entre-nœud, la distance entre chaque feuille et la quantité de rejets de jeunes branches qui sont en train de faire leur développement. Et surtout, 10 semaines, fin juin, le sol poreux l'est sur 2 à 3 centimètres. Ce qui veut dire que quand on met la bêche, on sort la motte, en dessous de 3 centimètres, ça colle, c'est collant, c'est immonde. Sur les 2 ou 3 centimètres en surface, on a les racines de kiwi qui se développent comme des malades et les racines qui étaient rouges deviennent blanches. En août, septembre 2023, donc on a continué à faire de la lactofermentation, on a continué à en appliquer, on a continué à en mettre 25 litres par semaine par hectare. Les arbres et le sol absorbent toute l'eau qu'on leur donne. Le sol est complètement ressuyé, humide 2 heures après l'irrigation. La porosité est faite sur 20 centimètres de profondeur. Alors, quand j'ai fait des mesures d'oxydoréduction du sol, j'ai pas pu vraiment mesurer parce que j'avais pas le temps de faire beaucoup de mesures, mais bon, ça va pouvoir se faire à l'avenir, hein. Mais les jeunes radicelles sur les racines, toutes les racines de l'année précédente qui étaient en train de mourir sont en train de faire de jeunes radicelles, et le sol est beaucoup moins oxydé à 25 centimètres de profondeur à certains endroits, et on a une rhizosphère qui est importante partout. Donc le gars, il exulte complètement, ce qui veut dire que il gère encore l'irrigation, mais il n'a plus aucun problème d'évapotranspiration et de risque de dégénérescence. Août-septembre 2023, vous voyez la qualité des racines, la qualité du feuillage. Évidemment, il n'a pas pu produire de fruits cette année-là, parce que on n'a fait que récupérer la physiologie de l'arbre. Mais 2024, on recommence. On démarre avec des racines splendides, avec une porosité à 20 centimètres, avec des rejets encore de partout, même au pied des arbres qui étaient en train de mourir. Le vert, le jaune. Qualité de floraison en mai 2024, partout. Juin 2024, que ce soit le jaune ou le vert, on continue à mettre de lactofermenté parce qu'ils m'ont demandé, question, mais est-ce qu'on est obligé d'en mettre tout le temps? Ben, je leur dis oui, parce qu'on ne sait pas d'où vient l'oxydation. Si l'oxydation vient de la pluie, si l'oxydation vient de l'eau d'irrigation, si l'oxydation vient des grandes variations de température, les arbres sont tout le temps soumis à une forte oxydation. Donc, on continue. Et on a une croissance optimale des arbres et des fruits, évidemment. Vous voyez la qualité du feuillage des arbres. Ils étaient en train de mourir à 80% dans le verger. Donc, il a récupéré des arbres qui étaient en train de mourir, et les jeunes qui ont redémarré ne sont plus du tout malades. Il n'y a plus de dégénérescence. Et aussi, autre information, la fameuse maladie du xylème, la Pseudomonas syringae, qui se développe au printemps dans le xylème des arbres, a disparu dès 2023.
Pourquoi? Parce qu'on a remis des endophytes dans les arbres. C'est pour ça que j'ai insisté sur les endophytes au début de ma présentation, au début tout à l'heure. Les endophytes dans les racines, dans le xylème, dans les feuilles sont partout. On a une vitalité partout. Juillet 2024. Et là, je crois que j'ai aussi des images de septembre 2024. Vous voyez la qualité des fruits. Alors, les lactofermentés qu'on fabrique avec des légumes, avec de l'ortie et avec des farines contiennent des hormones végétales. Donc, on a automatiquement un effet sur le calibre des fruits et sur leur matière sèche. Mai 2025, pareil, qualité exceptionnelle. Mais malgré le, voyez la qualité. Donc ça, c'est du kiwi jaune, du kiwi vert, c'est de la folie. Mais attention, ce sont des experts de la culture de kiwi. Tout est vu au millimètre. Le traitement avec des hormones, les oligoéléments apportés, on analyse les feuilles, on nourrit les arbres. Mais je dirais que l'instrument de redox que l'on a utilisé, le plus puissant, qui est le lacto-fermenté, a permis de mettre une clé dans la serrure et de tout remettre en route. Tout le système s'est remis en route. Voilà à quoi ça ressemble une régénération d'un verger. Pareil pour les poiriers. Depuis 2024, on a des résultats exceptionnels, mais c'est toujours, et j'y tiens énormément, de l'agroécologie, c'est toujours de l'agronomie, et le lactofermenté que l'on produit est un outil parmi les autres. Voilà. Donc j'arrête le partage. Je Et bah reviens vers vous. super, c'est super, c'est très réconfortant de voir tout ça en plus. Ah oui, Euh, complètement. on a deux petites questions. Alors, une sur les couverts végétaux. Est-ce que vous préconisez des couverts végétaux spécifiques dans les vergers? Oui, en général, on me dit toujours de faire multi-espèces, absolument. Et en général, il y a une 10 à 12 espèces. Il y a plusieurs céréales, plusieurs légumineuses et plus quelques autres qui permettent de faire la décompaction du sol. C'est classiquement ce qui est proposé vraiment pour faire du couvert végétal. Donc multi-espèces pour le couvert végétal, très bien. Multi-espèces, oui. Et une autre question peut-être enfin, tout aussi pointue en fait. Quel est le rôle du gypse? Ou du gypse, je sais pas comment on dit, Oui, mais... alors, très important. Le rôle du gypse, c'est un sulfate de calcium, mais en fait, c'est le soufre du calcium qui est important. Quand on a des problèmes de trop de magnésium sur la CEC, sur la capacité d'échange cationique, qui fait gonfler les argiles, on est obligé de traiter avec du soufre pour sortir le magnésium, du soufre en hiver, ou on met du gypse aussi, parce que ce sulfate de calcium va libérer lentement pendant toute la saison, et même au printemps, il va continuer à libérer du soufre, qui va lui jouer. Vous comprenez que le soufre a plusieurs niveaux d'oxydoréduction, et on pense que le soufre fait partie des éléments d'action et des éléments de réaction à cette correction du potentiel redox. Il est un acteur important, pas seulement sur le pH. Donc en fait, c'est vraiment le gypse, c'est important. Vous avez un livre qui est celui de Francis Bucaille qui s'appelle Régénérer les sols, Francis Bucaille, deuxième édition. Il explique ça très très bien. Quel type de soufre il faut utiliser pour intervenir sur la CEC du sol. Et à un moment donné, il propose du gypse. Et ça, c'est en fonction du pH du sol, de sa nature, tout. Et c'est très très bien expliqué dans son livre. Bah, super, un peu de lecture pour les soirées On au coin devrait y du feu. aller. Oui. En tout cas, moi, ce que je trouve très très inspirant dans tout ça, dans toute votre présentation en fait que vous avez faite pendant 2 heures, c'est l'importance et l'intérêt que vont prendre en fait nous dans l'enseignement école, ce qui est la transdisciplinarité, c'est-à-dire ne pas avoir qu'un seul prof qui présente quelque chose ou un seul enseignant formateur, mais d'avoir d'autres enseignants formateurs à côté. Et ben là, en fait, l'intérêt d'avoir des profs de physique-chimie est tout trouvé et vont même pouvoir peut-être, euh, pourquoi pas, lancer des vocations vis-à-vis de personnes, de Oui, jeunes par oui. exemple, ou des jeunes, de personnes en reconversion, quoi. Oui, oui, oui. Il faut comprendre effectivement un peu la chimie et la physique du sol, puisqu'elle joue en fonction du potentiel redox. Mais je peux vous dire que, pour vous rassurer, tous les producteurs de kiwis qui sont formés à la régénération des vergers par un technicien qui a très bien compris tout ça, qui est quand même aussi assez compétent, eh bien, ils parlent tous du redox maintenant, comme vous et moi, on parlerait enfin, de donner à manger à du bétail ou, enfin, c'est complètement rentré dans la réflexion agronomique.
complètement. Et ils le mesurent, ils ont des instruments. Alors, la production du lactofermenté, la chance que l'on a en France, c'est que ça fait partie des PNPP, préparation naturelle peu préoccupante. Oui. C'est un SNUB, donc tout le monde peut en fabriquer. Tout le monde peut le fabriquer. Vous avez tout sur le site internet de l'ITAB, comment l'étiqueter, comment enregistrer vos préparations. Ça fait partie des mêmes familles que les purins de plantes, les macérations de plantes. Sauf que là, ils ont ajouté en plus, en 21 ou 22, la possibilité de mettre en fermentation. Donc la fermentation fait partie des préparations faciles, accessibles à tout le monde. Et ils ont ajouté que tous les produits comestibles pour l'humain et l'animal peuvent être à l'origine d'une préparation naturelle peu préoccupante. Donc, si vous allez chercher des résidus de choux, comme moi je l'ai fait, des résidus de melons, il y a des melons qui sont jetés en pagaille de partout, que vous faites une bonne lactofermentation avec du seigle et des légumes, vous êtes certain d'obtenir un produit qui va vous permettre d'ouvrir des portes dans vos sols, de débloquer des sols, de débloquer des croissances et de régénérer beaucoup plus rapidement des plantes, des vignes, des arbres, surtout quand c'est irrigué. Et Et quand c'est pas irrigué, allez-y, quand allez-y. c'est pas irrigué, on est obligé de mettre le lactofermenté, on le met en grande quantité, on en met à peu près 150 litres à chaque application par hectare, et on va le mettre sur du couvert végétal. À l'automne, après le semis, quand il se développe, et plus tard, quand on est en train de le détruire. Mais au moins 3 fois dans l'année. Tant que vous pouvez en faire, vous en faites, vous en mettez. Donc on ne vend pas le pulvé. Non, bah non, on n'utilise pas un pulvé, dans ce cas-là, on utilise un matériel qui permet d'appliquer le lisier, ou je sais pas. Oui, aussi. Oui. Une J'ai une rampe, petite question. une rampe, Tout à fait. Ouais. Ah oui, bah oui, oui, tout à fait. Ouais. une Euh, rampe, une rampe. Quelle serait pour vous, au regard de ces nouvelles connaissances, l'étape d'après vis-à-vis, donc là c'est pour les plantes, on l'entend bien, pour le sol, est-ce que on pourrait imaginer un impact sur l'alimentation des animaux, l'alimentation humaine, d'autres développements peut-être de cette technologie que les plantes, elles, savent déjà maîtriser, puisque c'est ce que vous avez dit au tout début. Voilà, quelle serait éventuellement l'étape d'après Alors, je dirais que l'étape d'après, en fait, elle existe déjà depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a déjà des vétérinaires qui intègrent le potentiel redox dans l'alimentation de l'animal, dans le traitement des prairies, carrément. Ils mettent des lactofermentés sur des prairies. Donc, ils s'arrangent pour que la qualité du fourrage soit la meilleure possible, la moins oxydée possible. Et ils choisissent l'alimentation de l'animal et ils donnent des compléments alimentaires pour que l'animal soit dans un aliment pas du tout oxydé et au contraire qui enrichit son microbiote. Donc ça existe déjà. Il faut se Hmm. rapprocher d'Emmanuel Radig, qui est un vétérinaire qui a d'excellents résultats, Emmanuel Radig. Et du côté de l'alimentation humaine, mais en fait, oui, l'impact, c'est que tout le monde doit intégrer littéralement, et ça se fait traditionnellement dans les cuisines traditionnelles. Il faut retrouver dans notre cuisine de tous les jours l'alimentation sous forme de lactofermenté. Il existe de plus en plus de boissons lactofermentées disponibles dans les magasins, même dans les supermarchés. Il faut y aller, il faut les boire, il faut les préparer à la maison, il faut en prendre tous les jours et faire des légumes lactofermentés. Mais évidemment. Eh bien super, donc ça nous permet une petite ouverture sur d'autres sujets, évidemment pour les personnes qui sont intéressées et qui ont envie de se renseigner. Ouais, je pense que vraiment, ça doit être vraiment ces notions de santé au travers de l'alimentation, ça doit faire partie du niveau du collège dans tous les instituts de collège de France, quoi. Hmm. Apprendre à cuisiner des bons aliments, savoir comment les préparer et faire des lactofermentés et prendre le goût de manger qu'est-ce qu'on a préparé, quoi. Il faut vraiment que les jeunes se rendent compte à quel point l'alimentation qu'on leur donne est néfaste, extrêmement néfaste, à la fois au fonctionnement du cerveau qu'au fonctionnement des intestins. Eh ben on y travaille petit à petit, ça fait son chemin, mais Oui, on y travaille. Bon bah écoutez, et voilà. il est 15h58, on a le temps pour une dernière petite question et après eh ben, nous remercierons Isabella bien sûr pour cette belle présentation. Si quelqu'un, ou sinon on peut clôturer là maintenant parce que c'était aussi une belle conclusion. Oui. Mais je suis à la disposition de toute façon de toute personne qui voudrait
faire des projets, qui voudraient faire des démonstrations pour les étudiants, qui voudraient alimenter un cours, moi je suis à votre disposition. Mon rêve, c'est que justement, ce soit inscrit littéralement dans tous les cours d'agronomie d'ici quelques années. On peut pas faire autrement. Eh ben, j'espère aussi qu'on y viendra du coup. Oui, voilà. Eh ben, un grand merci Isabella. On vous souhaite tous une excellente continuation. Et puis, bah, si ça ne vous dérange pas, je veux bien recevoir le document que vous avez Oui, présenté, si c'est OK pour oui, vous. Comme ça, je pourrais le mettre à oui. disposition Et aussi pour tous les collègues. je vais terminer le petit livret que j'ai préparé. Oui, tout à fait, Vous oui, vous c'est vrai. souvenez, Oui, oui, tout à fait. pour l'illustrer et ajouter des références scientifiques. Donc, il sera prêt début de semaine prochaine. Je vous l'envoie, vous pourrez le divulguer. Et je vous Super. enverrai le PowerPoint aussi. Parfait.